La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Aujourd'hui, nous allons aborder la question qu'est-ce que la philosophie, qui est une leçon de la première partie du programme, le domaine 1, intitulé la réflexion philosophique. Il s'agit essentiellement dans cette partie de réfléchir sur toutes les questions, n'est-ce pas, touchant la définition de la philosophie, son lieu de naissance, n'est-ce pas, son époque de naissance, mais également des auteurs qui ont été à l'origine du discours philosophique. Pour cela, je vous propose le plan suivant. Après l'introduction, nous allons voir, je l'ai intitulé l'émergence de la police en Grèce comme lieu d'émergence de la philosophie. Il y a une petite répétition là-dedans. Mais ce que je veux dire ici, tout simplement, c'est qu'il y a un débat sur l'origine de la philosophie. Il y a des auteurs, en l'occurrence un auteur, Renan, Ernest Renan, n'est-ce pas, qui est un penseur justement occidental, qui a parlé de miracle grec concernant la naissance de la philosophie. D'ailleurs, c'est à lui qu'appartient cette expression de miracle grec. Et par miracle grec, il a voulu dire que personne, vraiment personne, ne peut expliquer comment les premiers philosophes ont fait pour donner naissance à la philosophie. Voilà. Le mot miracle, d'ailleurs, l'indique très bien. Et cette thèse-là n'a pas été acceptée par tous les auteurs, en l'occurrence Jean-Pierre Vernant, qui a essayé de montrer qu'en réalité, on ne peut pas parler de miracle. Il y a bien des raisons qui ont présidé à la naissance de la philosophie. Donc, on aura ici principalement à opposer deux auteurs, Ernest Renan, le deuxième auteur, Jean-Pierre Vernant, en nous appuyant essentiellement sur son ouvrage Les origines de la pensée grecque, voilà, qui est un ouvrage très important dans les origines de la pensée grecque, dans lequel ouvrage il essaie de montrer combien Renan a tort de parler de miracle concernant la naissance de la philosophie. Nous allons y revenir tout à l'heure, parce que quand on aborde la question qu'est-ce que la philosophie, il y a deux perspectives que l'on peut utiliser. Soit on attaque directement la définition de la philosophie, ce qu'on appelle un problème définitionnel, qu'est-ce que la philosophie, ou bien on se demande où, quand, qui, pourquoi la philosophie est née. Et là, cela pose un problème des origines de la philosophie. Et c'est pourquoi généralement, je dis aux élèves, quelle est la meilleure façon de connaître quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que c'est de venir et de dire directement qui êtes-vous? Si on demande à quelqu'un qui êtes-vous, il y a de fortes chances à ce qu'il vous dise ne soit pas forcément ce qu'il est. C'est pourquoi, généralement, la meilleure façon de cerner la personnalité d'un individu, c'est de remonter à ses origines. C'est ce que d'ailleurs nos parents faisaient quand quelqu'un se présentait chez eux pour demander la main de leur fille. Au lieu de lui demander qui êtes-vous, ils menaient leur petite enquête sur ses origines. Et là, on n'a pas besoin de demander à la personne, n'est-ce pas, qui est-il? C'est pourquoi
cette perspective de Jean-Pierre Vernant consistant à interroger les origines de la philosophie est une perspective très pertinente. Parce que si on sait, si on parvient à dire exactement où est née la philosophie, qui lui a donné naissance, quand est-ce que la philosophie est née, pourquoi elle est née, cela nous permettra de cerner un tant soit peu la définition de la philosophie. C'est cela, en fait, l'objectif de cette partie. Et une fois qu'on aura clarifié ces aspects-là, nous allons aborder maintenant un deuxième point consistant à voir les raisons, de mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'on pose la question qu'est-ce que la philosophie, on ne peut pas tout de suite, totalement, entièrement dire la philosophie c'est ceci. Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile de définir immédiatement la philosophie? Est-ce que c'est parce que les philosophes sont compliqués ou bien est-ce que les philosophes font le malin? Nous allons voir qu'en réalité, c'est lié même à la nature de la réflexion philosophique. C'est problématique de définition. D'ailleurs, le philosophe Martin Heidegger l'a dit, il dit poser la question qu'est-ce que les mathématiques, ce n'est pas commencer à faire des mathématiques. Mais quand on pose la question qu'est-ce que la philosophie, on entre de plein pied dans la réflexion philosophique. Ne serait-ce que ça, on montre déjà, on voit très bien que donc cette question-là n'est pas superfétatoire, ce n'est pas une question superflue, c'est une question philosophique par excellence. Et dans ce grand 2, nous verrons pourquoi il est si difficile de parvenir à une définition unique, consensuelle, unanime de la philosophie. Au point 3, une fois qu'on aura montré maintenant, parce que l'objectif de ce grand 2-là, c'est de montrer que le fait qu'on ne puisse pas définir la philosophie, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça fait partie de la philosophie, cela fait partie de la philosophie, et cela permet de voir que c'est le contraire qui serait problématique. C'est-à-dire si on venait pour dire tout de suite la philosophie c'est ceci, ce serait la mort de la philosophie. On va montrer que le fait qu'il n'y ait pas une seule définition de la philosophie, qu'il n'y ait pas une seule définition de la philosophie, c'est ça qui est philosophique. Ce qui nous permettra d'ailleurs de voir que, au lieu de donner une seule définition de la philosophie, on ne peut que donner des tentatives. Et nous allons sélectionner, parmi ces tentatives-là, celles qui sont les plus célèbres, la définition pythagoricienne de la philosophie, en tout cas on lui prête cette définition-là, la philosophie comme amour de la sagesse. Deuxième définition, aussi très connue de la philosophie comme réflexion critique et questionnement, qu'on retrouve chez Socrate, n'est-ce pas, mais qu'on peut retrouver également chez d'autres philosophes, et la définition également aristotélicienne de la philosophie comme savoir total, n'est-ce pas, dans la mesure du possible. Je pense que si on parvient pour un début à donner quelques éléments sur ces différents points, ce sera pas mal pour permettre à M. Dienne, n'est-ce pas, de pouvoir également apporter d'autres éclairages sur ce point-là. Donc, voilà le plan d'ensemble et les objectifs recherchés. Maintenant, si nous abordons cette question, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on pose la question qu'est-ce que la philosophie, on le rappelle toujours, ici se pose un problème de définition. On aime bien séparer les deux pour montrer que dans définition, il y a lieu de finition, de fin, de périmètre. C'est-à-dire de déterminer le domaine dans lequel évolue la réflexion philosophique. Qu'est-ce qui fait de la philosophie? Qu'est-ce qui fait partie de la philosophie? Qu'est-ce qui ne fait pas partie de la philosophie? Quel type de pensée
peut être appelée philosophique, quel type de pensée ne peut pas être appelé philosophique? Quels sont les critères à partir desquels on peut reconnaître une pensée philosophique? Quel type de raisonnement peut être qualifié de philosophique et quel type de raisonnement ne peut pas être considéré comme philosophique? Mais pour le savoir, il faut qu'on sache plus ou moins, n'est-ce pas, quels sont les critères, n'est-ce pas, qui fondent une pensée philosophique. Sauf que le problème auquel on est confronté, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on pose cette question, on ne peut pas tout de suite dire la philosophie, c'est ça. C'est pourquoi c'est déroutant, surtout pour un élève qui vient de démarrer le cours de philosophie. Il aurait bien voulu qu'on lui dise dès le départ, comme on l'a certainement fait pour d'autres disciplines, c'est quoi la philosophie. Mais si on commence par dire à l'élève, on ne peut pas définir la philosophie. D'ailleurs, cette anecdote sur le professeur Lachelier est très bien connue. Hein? Un nouveau professeur qui vient d'être affecté, on lui pose la question, qu'est-ce que la philosophie? Il dit, je ne sais pas. Alors qu'il est censé venir enseigner la philosophie. C'est déroutant. C'est déroutant. À la limite, pour ceux qui n'aiment pas trop, les jeunes d'aujourd'hui auraient dit, ceux qui ne kiffent pas trop la philosophie auraient dit qu'ils nous font perdre notre temps. Parce qu'au lieu de définir la discipline et de passer sur autre chose, ils se mettent à dire n'importe quoi sur la définition de la philosophie. Mais, et c'est ça l'objet de ce premier cours, il s'agit de montrer que c'est une question sérieuse. Je l'ai dit en faisant tout à l'heure référence à Heidegger, c'est une question éminemment philosophique. Et comme je l'ai dit, il y a deux possibilités pour aborder la question. Soit on attaque directement la définition, une position essentielle, définitionnelle, ou bien on remonte aux origines de la philosophie. En ce qui concerne Jean-Pierre Vernant, que j'ai cité tout à l'heure, pour lui, la deuxième perspective est beaucoup plus pertinente. En sachant, en connaissant les origines de la philosophie, nous aurons la possibilité de cerner plus ou moins le discours philosophique. C'est pourquoi j'ai mis ici l'émergence de la police en Grèce comme lieu, n'est-ce pas, de la philosophie, de la raison philosophique. Qu'est-ce que nous dit Jean-Pierre Vernant? Il nous dit la chose suivante: la philosophie ne serait jamais née s'il n'y avait pas eu, pendant l'Antiquité, et quand je dis pendant l'Antiquité, c'est vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'émergence de la police. Nous faisons très attention ici. Ici, police, ce n'est pas la même chose que la police qu'on connaît mieux, hein, comme institution de maintien de l'ordre. Ici, c'est un mot grec que nous écrivons en français qui signifie cité démocratique. Aujourd'hui, on aurait dit un État où règne la démocratie. Un État où règne, n'est-ce pas, la démocratie. Et Jean-Pierre Vernant nous dit, n'eût été l'instauration de la police, la philosophie ne serait jamais née. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu la démocratie, la pensée philosophique ne serait pas née. Cela permet d'ailleurs de régler un autre problème qui sera abordé dans la deuxième leçon sur les origines de la philosophie. Parce que ça permet de montrer que ce n'est pas un problème d'intelligence que de dire que ce sont les Grecs les premiers qui ont philosophé. C'est un problème de contexte, n'est-ce pas, et de circonstances favorables, n'est-ce pas, dont les Grecs avaient bénéficié, mais que les Égyptiens qui les ont précédés n'avaient pas. Parce que, Cheikh Anta l'a montré, démontré même,
que les Égyptiens avaient poussé la rationalité très loin, sur le plan scientifique comme sur d'autres plans. Mais ce qui manquait à l'Égypte, n'est-ce pas, c'est un régime de liberté comme la démocratie. Parce que tout le monde sait que l'Égypte était une monarchie. Et dans une monarchie, d'ailleurs une monarchie où il y a à la tête le pharaon, et où la religion était prégnante, n'est-ce pas, coiffait tout. L'intellectuel égyptien, c'est le prêtre, c'est le scribe, c'est la religion qui est le soubassement de toute pensée, de toute attitude intellectuelle. Donc, c'est pourquoi Jean-Pierre Vernant dit, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, naissance de la philosophie, on peut corréler la naissance de la philosophie avec l'avènement de la police. Très exactement, il dit avènement de la police, virgule, naissance de la philosophie, pour établir une sorte de coïncidence entre les deux. Pourquoi? Parce que je le dis souvent aux élèves, et ces cours-là peuvent avoir un intérêt, c'est toujours vous aider à éviter les erreurs que nous rencontrons sur les copies par expérience. Généralement, les élèves savent bien des choses, mais c'est au niveau des justifications où souvent le bas blesse. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que c'est la démocratie qui a aidé à la naissance de la philosophie. Ce qui est plus important, c'est pourquoi. Sur quel argument on peut se baser pour dire que c'est grâce à ça que la philosophie est née. La première chose à clarifier, c'est déjà ce mot démocratie. Ce mot français démocratie, comme la plupart des mots français, de la langue française, il vient du grec. Il y a d'autres qui viennent du latin. Et les deux mots à partir desquels le mot démocratie a été formé, c'est démos, qui signifie le peuple, et kratos, le pouvoir. C'est pourquoi Périclès disait la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Après, on l'a prêté à Lincoln en disant que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais en réalité, c'est Périclès qui était un dirigeant à l'époque de Socrate, qui a été à l'origine de cette définition de la démocratie. Donc, ne serait-ce que sur le plan étymologique, on voit bien que la démocratie est grecque. Parce que le mot même français est formé à partir de deux mots grecs. Ça, c'est un. Deux, et c'est ça que Jean-Pierre Vernant nous montre, là où il y a démocratie, il y a trois règles. Il y a la libre discussion. Il y a le débat contradictoire. Le débat contradictoire. Et l'affrontement des arguments contraires. En quoi cela a été décisif pour la naissance de la philosophie? Parce qu'on pourrait penser que c'est la philosophie qui a donné naissance à la démocratie, mais c'est l'inverse. En réalité, ces trois règles-là, ça c'est les règles de la démocratie. Et là, nous sommes dans le domaine politique. Les philosophes, eux, vont se mouvoir dans le domaine intellectuel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça la grande thèse, justement, de Jean-Pierre Vernant, pour corriger un peu cette affirmation de Renan, consiste à dire que quand la démocratie a été instaurée, il a été aménagé une place publique, justement, très célèbre, et ici à Thiès d'ailleurs, on a voilà,
pour que les hommes libres, les citoyens, puissent venir à l'Agora et soumettre leur théorie. Et celui également qui voulait briguer un poste devait également démontrer qu'il le méritait plus que les autres. Donc, il y a un changement de perspective parce qu'avant la démocratie, ce qu'il y avait, c'est l'aristocratie et la monarchie, qui sont des régimes dans lesquels le pouvoir se transmet, pas par le biais des élections, pas de manière démocratique, mais le pouvoir était hérité. C'est pourquoi on peut continuer l'équation en disant, là où il y a la monarchie, ce qui va avec, c'est le mythe. Pourquoi? Parce que c'est le mythe qui permet de justifier pourquoi le pouvoir revient à telle famille, à tel nom. Une légitimation du pouvoir. Alors que si ce que les Grecs vont faire, c'est de vider progressivement la monarchie, par la suite l'aristocratie de sa substance, en retirant le pouvoir au roi. Mais ça a été progressif jusqu'à mettre sur pied carrément ce régime qu'ils ont appelé la démocratie. Et dans une démocratie, le mythe ne peut plus fonctionner parce que le mythe est une pensée dogmatique. Je vais y revenir. Ce n'est pas une pensée où on discute. Ce n'est pas une pensée où il y a la liberté. Ce n'est pas une pensée où il peut y avoir un débat. Ce n'est pas une pensée où il peut y avoir des arguments contraires. C'est pourquoi, là où souffle le vent de la démocratie, il ne peut souffler que le vent de la philosophie. Parce que la philosophie est incompatible avec la monarchie, qui est un régime autoritaire. Le mythe est incompatible avec la démocratie, qui est un régime de liberté. C'est pourquoi Jean-Pierre Vernant nous dit, tant qu'il y avait la monarchie, c'est le mythe qui était en vigueur en Grèce. Mais à partir du moment où la démocratie est instaurée, la philosophie ne pouvait pas ne pas naître, parce que les philosophes, étant des citoyens comme les autres, ils vont constater que la démocratie fonctionne et permet à l'État athénien d'être une puissance. Aujourd'hui, on est une superpuissance. Parce que quand l'Égypte est entrée en déclin, c'est la Grèce qui devient maintenant le foyer de la civilisation mondiale, avec un commerce prospère sur la mer Méditerranée, avec une flotte des navires très puissante. Donc, c'est maintenant Athènes qui est l'état de référence. Et ce qui a permis cela, entre autres, c'est justement cette démocratie qui permet la libre discussion. Justement, désormais, tout se discute. N'est-ce pas? L'Ecclésia, l'Assemblée du peuple, n'est-ce pas? Il y a la boulée. Donc, il y a des structures démocratiques qui ont été mises sur pied pour que le citoyen soit au centre des décisions de l'État. Et les philosophes ont constaté que ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait très bien, les structures marchaient très bien, et ce qui avait donné à Athènes cette puissance qu'il a eue sur les autres États à l'époque. Les philosophes vont dire, mais comme ça fonctionne sur le plan politique, pourquoi ne pas reproduire le même modèle sur le plan intellectuel? Ici, sur le plan politique, ce qui intéresse, c'est le pouvoir. Mais ici, sur le plan philosophique, ce qui intéresse, sur le plan intellectuel, c'est la vérité. Autrement dit, de la même façon que pour donner un pouvoir, il faut désormais discuter. Il faut désormais confronter ses arguments avec ceux des autres. Il faut accepter de s'inscrire dans un débat. Désormais également, pour qu'une vérité soit acceptée, pour qu'une théorie soit acceptée, il faut qu'on la discute librement. Il n'y a plus d'imposition, comme dans le mythe. Il faut également qu'il y ait un débat contradictoire, et celui qui aura les meilleurs arguments, celui qui sera le plus convaincant, c'est celui pour qui on va adopter, n'est-ce pas, sa théorie.
Et Jean-Pierre Vernant nous dit, ce sont ces trois règles qui fonctionnaient très bien dans le domaine politique qui vont transposer dans le domaine intellectuel. Autrement dit, si la philosophie est née, c'est parce que l'ambiance, l'atmosphère politique a été favorable pour développer une pensée libre comme la philosophie. Donc, parler de miracle, c'est exagéré, nous dit Jean-Pierre Vernant. Thalès ne s'est pas levé un bon jour pour rompre avec le mythe. C'est ça que Jean-Pierre Vernant appelle le miracle. Il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Thalès pour que du jour au lendemain il rompt avec le mythe. Jean-Pierre Vernant dit non. Il y a bien un soubassement, quelque chose qui a permis à une pensée comme la philosophie de germer. C'est-à-dire le sol a été préparé. A été préparé par quoi? Par l'avènement de la démocratie justement. Et comme je l'ai montré, il ne suffit pas de dire que la démocratie a aidé à la naissance de la philosophie, mais il faut également dire comment. Comment? C'est que les règles de la démocratie appliquées dans le domaine politique et qui fonctionnaient vont être transposées dans le domaine intellectuel pour désormais valider ou invalider des vérités ou des théories. Vous comprenez? C'est pourquoi, si on dit où est née la philosophie, la réponse consiste à dire tout simplement le lieu de naissance, on donne la Grèce antique. Où? En Grèce, en Ionie. Qui, à l'époque, était une colonie de la Grèce, une presqu'île, ou en Ionie, à Milet. C'est pourquoi on appelle les premiers philosophes de l'histoire, en tout cas sur lesquels la majorité des positions sont d'accord, on les appelle les Ioniens ou bien les Milésiens. Et c'est ici que la première école philosophique a été mise sur pied, et cette école, on l'a appelée l'école de Milet. Avec trois premiers philosophes, le tout premier Thalès, ensuite son disciple Anaximandre, et enfin Anaximène. Voilà les trois philosophes qu'on considère comme étant les premiers à rompre avec l'explication mythique. Les trois premiers à avoir tourné le dos aux divinités, n'est-ce pas, pour promouvoir une pensée rationnelle. La preuve, à la question d'où vient le monde, au lieu de dire tel Dieu, comme ça se faisait dans le mythe, Thalès lui a dit l'eau. Pourquoi? C'est pas pour rien qu'on les appelle les physiciens ou bien les physiologues. Parce que le mot grec qui renvoie à la nature, c'est le mot physis, que les latins ont traduit par natura ou nasi, et qui va donner la nature. Pourquoi? Parce que ces trois premiers philosophes ayant rompu avec le mythe grâce à la démocratie vont chercher maintenant l'origine des choses dans la nature. C'est pourquoi d'ailleurs certains ne les considèrent pas comme des philosophes à proprement parler. Ce débat-là aussi existe. Certains préfèrent les considérer comme des scientifiques. Voilà, des philosophes de la nature. Parce que justement, ils cherchaient dans la nature ce qui est appelé l'arché,
ou bien des archées, le même mot qui a donné archéologie, qui est un principe pour la plupart du temps naturel, à partir duquel on peut expliquer tout ce qui existe. C'est ça qu'il appelait l'arché. Et chacun, le débat en cours revient, rivaliser de donner l'arché le plus pertinent. Donc, dans les explications de ces philosophes-là, il y a une absence, n'est-ce pas, de référence au Dieu, pour la plupart. Vous voyez? Et c'est pourquoi ces philosophes ioniens, milésiens, vont être les premiers, mais il y aura d'autres qui vont s'inscrire dans la même perspective, et c'est tous ces philosophes-là auxquels on donne le nom de philosophes avant Socrate, ou bien les pré-socratiques. Les pré-socratiques, ou bien les philosophes avant Socrate. Parce que comme on va le voir, Socrate constitue un tournant dans la réflexion philosophique, parce que si les pré-socratiques étaient orientés vers la nature pour expliquer les choses, Socrate, lui, conformément à l'injonction de l'oracle de Delphes et à la pratique des sophistes d'ailleurs avec les qui il partageait, n'est-ce pas, le domaine intellectuel, va faire tourner le discours philosophique autour de l'homme. C'est pourquoi on dit ici, il y a les pré-socratiques, à commencer par les milésiens, mais le premier virage c'est Socrate, parce que Socrate, c'est pourquoi on dit d'ailleurs, c'est avec Socrate que la philosophie devient une anthropologie, une réflexion sur l'homme. Alors qu'avec les pré-socratiques, la philosophie est une cosmologie. Donc on passe de la cosmologie à l'anthropologie. Anthropologie avec Socrate. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai titré tout à l'heure le premier point de ma leçon, l'émergence de la police. Ici, police, comme je l'ai dit, c'est la cité, c'est l'État démocratique qui a été à l'origine, qui a construit un soubassement, le terrain fertile, n'est-ce pas, sur lequel a germé la réflexion philosophique. Les conséquences sont quoi? C'est l'abandon du mythe. On tourne le dos au mythe pour initier un autre type d'explication avec désormais deux critères. Désormais, c'est la raison qui est la faculté, mais une raison, il faut préciser, qui est liée au domaine politique. Et ça aussi, vraiment, Jean-Pierre Vernant l'a bien montré, ce n'est pas exactement la raison scientifique. Ici, cette rationalité dont il parle, cette rationalité comme cohérence, comme discernement, d'abord dans le domaine politique, que les philosophes transposent dans l'étude des choses. Deuxième chose, la référence à la nature, alors que dans le mythe, la référence c'est le surnaturel. Dans le mythe, la référence c'est la foi. La référence le surnaturel. Dans le mythe, la référence, ce sont les êtres surnaturels. En philosophie, la référence, c'est l'homme. C'est l'homme qui cherche la vérité. Dans le mythe, ce sont les dieux qui sont à l'origine de tout, y compris la vérité. Donc, pour adhérer à ces vérités, on demande de s'appuyer sur la foi. N'est-ce pas? Donc ici, on est dans un processus de révélation de la vérité. Ici, on est dans un processus de découverte de la vérité. La philosophie est une recherche, est un questionnement, est une interrogation, est une enquête périfuseuse, n'est-ce pas? Une enquête, justement, qui porte d'abord sur la nature, mais qui va s'étendre sur autre chose. Alors qu'avant, c'est des connaissances, c'est des savoirs qui étaient là, et qui étaient imposés et auxquels il fallait adhérer simplement par la foi. Donc, nous voyons ici clairement que la philosophie à ses débuts est une pensée nouvelle qui a quelle ambition? De s'appuyer sur la raison pour expliquer les choses de manière prouvée,
cohérente, convaincante. Comment bâtir des théories qui se basent sur des arguments solides, qui donnent les preuves à partir desquelles on doit les accepter. Et non plus comme ce qui se faisait avant, des croyances qui étaient imposées de manière dogmatique à tout le monde. Quand je dis simple aux élèves d'habitude, une des définitions simples de la philosophie de cette consiste à dire que la philosophie n'est rien d'autre qu'une réflexion rationnelle sur les problèmes du monde, n'est-ce pas, en vue d'avoir des bases purement démontrées de ce que l'on dit. Vous voyez? Maintenant, une fois que nous savons tout cela, l'autre problème auquel on est confronté, bien que connaissant la naissance de la philosophie, maintenant, est-ce que cette définition, ces critères avancés par Jean-Pierre Bernard, ont permis à trouver une seule définition de la philosophie? Nous savons donc, en distinguant la philosophie du mythe, en distinguant la philosophie de ce que faisait la monarchie et l'aristocratie, mais le problème qui reste entier, c'est qu'est-ce que la philosophie? C'est pourquoi, dans le deuxième point, j'ai mis les difficultés pour définir la philosophie. Je ne sais pas si le temps me le permet pour aborder cette question, mais ici, pour y aller très rapidement, comme c'est le premier cours, et permettre à M. Dieng d'enrichir tout ça après, consiste à dire que quand on parle de difficultés pour définir la philosophie, la première raison qu'on avance, généralement, c'est la subjectivité. Subjectivité. C'est quoi la subjectivité? On l'oppose souvent d'ailleurs à l'objectivité. On dit la pensée scientifique elle est objective, la pensée philosophique elle est subjective. Ça veut dire quoi? Ici la subjectivité c'est ce qui renvoie au sujet. L'objectivité, comme son l'indique, c'est ce qui renvoie à l'objet. Maintenant pourquoi? Le fait que la philosophie soit une pensée subjective, n'est-ce pas, empêche qu'on puisse parvenir à une définition unique de la philosophie, alors que la pensée scientifique qui est objective parvient à trouver un consensus sur ses définitions et ses pratiques. Qui dit sujet dit personnalité de l'individu. La personnalité de l'individu. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que la philosophie est une réflexion personnelle. C'est ce que nous disons d'ailleurs aux élèves. Une dissertation est une réflexion personnelle. Quand on donne un sujet, ça nous permet de faire une incursion dans la méthodologie. Quand on donne un sujet de dissertation à un élève, on ne lui demande pas de restituer un cours ou bien quoi que ce soit. Ce qui est corrigé, c'est sa capacité à penser par soi-même et à dérouler un raisonnement qui est son raisonnement sur un problème philosophique qui a été au préalable identifié. Et ça, c'est lié à la nature de la philosophie qui est une pensée subjective. Autrement dit, en philosophie, ce n'est pas l'objet qui arbitre les pensées. En science, en l'occurrence les sciences expérimentales, on peut dire ce que l'on veut. Il y a des sujets en science aussi. Ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le scientifique. Le sujet, c'est l'être pensant, doté de conscience, etc. Contrairement à l'objet, l'objectum, c'est qui est jeté devant moi en latin. Ici, le sujet scientifique peut dire tout ce qu'il veut, mais en définitive, c'est l'objet qui va arbitrer entre les différents sujets. Alors qu'en philosophie, le philosophe, lui, ce n'est pas l'objet qui arbitre, parce que ce n'est pas l'objet qui est plus important en philosophie. Ce que le philosophe cherche à connaître, c'est le sens de l'existence du sujet, le sens de l'existence humaine. C'est pourquoi les critères ne sont pas les mêmes. La science se suffit de l'objet pour arbitrer les différents points de vue, alors qu'en philosophie, l'objet, n'étant pas la finalité de la pensée, ne peut pas jouer ce rôle d'arbitre. Ce qui fait que, justement, la question qu'est-ce que la philosophie a des philosophes différents,
chacun définit la philosophie en fonction de sa subjectivité, en fonction de son mode de pensée. Pourquoi on va dire la philosophie de Descartes, la philosophie de Socrate, la philosophie de Leibniz, mais on ne dira jamais la physique de Newton, au sens que cette physique n'est valable que pour Newton, n'est acceptable que pour Newton. La science, comme on dit, est un nous, alors que la philosophie est un jeu. Et c'est ça qui complique les choses. C'est pourquoi si on pose à deux philosophes, qu'est-ce que la philosophie? Le fait qu'ils ne peuvent pas, et la psychologie l'a montré, il n'y a pas deux personnalités identiques au monde qui peuvent penser exactement de la même façon. Même deux jumeaux, deux jumelles ne peuvent pas penser exactement de la même façon. Donc, si on pose la question, qu'est-ce que la philosophie? C'est normal qu'on tombe sur plusieurs définitions parce que les philosophes n'ont pas les mêmes personnalités, n'ont pas les mêmes modes de pensée, n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Mais un mathématicien est obligé de penser comme les autres mathématiciens. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat en science. On y reviendra peut-être en épistémologie. Il y a une part de subjectivité aussi en science qui n'est pas négligeable. Mais pour ne rien compliquer, comme c'est le premier cours, retenons que la première raison qu'on évoque quand on parle de difficulté de définir la philosophie, c'est que la philosophie se meut dans la subjectivité. Ce n'est pas une pensée objective qui tend vers l'unanimité. D'ailleurs, on le verra dans ce point-là, si tous les philosophes tomberaient d'accord, c'est cela qui poserait plus de problèmes. Ça aurait signifié qu'il y a un consensus sur toutes les réponses, n'est-ce pas, que les philosophes ont données aux différentes interrogations de l'homme. Donc, première raison à retenir, pourquoi il est difficile de définir la philosophie? C'est parce que la philosophie est une pensée subjective qui met en avant le sujet, qui laisse la liberté au sujet de penser, de se justifier, d'essayer d'asseoir sa théorie, de convaincre les autres. Et il n'a pas besoin de convaincre tout le monde, tous les esprits compétents, pour qu'on le reconnaisse comme philosophe. Or, comme il y a plusieurs philosophes, il y a nécessairement donc plusieurs définitions de la philosophie. La deuxième raison que je vais aborder très rapidement, c'est une raison qu'on qualifie de raison sociologique. C'est-à-dire, de la même façon que la philosophie est une pensée qui est personnelle, subjective, relevant de la personnalité de l'individu, les philosophes également vivent dans des sociétés différentes, avec des réalités différentes. Et quand on vit dans une société, on est influencé, qu'on le veuille ou non, par cette société. Or, si on est dans une discipline comme la philosophie, où on ne demande pas à l'individu de mettre entre parenthèses sa subjectivité, il est normal que la façon dont un Européen perçoit la philosophie n'est pas forcément la même qu'un Brésilien ou bien un Africain perçoit la philosophie. Parce que les réalités qu'ils vivent ne sont pas les mêmes, qu'ils le veuillent ou non, ces réalités vont déteindre sur leur mode de pensée. Et on aura l'occasion peut-être d'y revenir avec le débat entre ethnophilosophes et europhilosophes, n'est-ce pas? Ceux qui considèrent que chaque culture a le droit de proclamer sa philosophie, n'est-ce pas? Il faut étendre la définition de la philosophie comme simple vision du monde. Ce qui fait ça, c'est que la société, la culture ont des répercussions sur le mode de pensée du philosophe. Il y a des philosophies qu'on qualifie de purement américaines, encore de plus américaines que d'autres. Des philosophies anglo-saxonnes, etc., etc. Parce que souvent, c'est des philosophies qu'on trouve plus dans ces zones-là que dans d'autres zones. Donc, si on demande à un élève pourquoi définir la philosophie est difficile, il dit que c'est lié à la subjectivité, mais c'est lié au fait également que les philosophes vivant dans des sociétés différentes ne peuvent pas ne pas penser de façon différente, parce que chacun est travaillé par son milieu, qu'il le veuille ou non. Il a beau vouloir se détacher, mais la culture de l'individu, n'est-ce pas, influence quelque part la façon de voir. Et ça, c'est très marxiste, n'est-ce pas? Cette façon de voir les choses, n'est-ce pas,
dis-moi comment vous vivez, je vous dirai comment vous pensez. C'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Voilà. Comme c'est le premier cours, je vais laisser au doyen. C'est tout un plaisir de partager toujours une séance, un plateau avec lui. Voilà, vu son expérience et tout. Donc pour un début, voilà ce que je pouvais dire. Et certainement la prochaine fois, je vais aborder les autres points, n'est-ce pas, du plan.